ces éléments-là, qui du reste, même s'ils n'ont pas de profil académique et tout ça, ont une capacité opérationnelle avérée pour la majorité. D'ailleurs, à l'époque, je disais au chef d'état-major, même si le type il est borgne, il boite, si c'est tiré, quel est notre problème? Nous cherchons des gens qui peuvent combattre. Et donc, tant que nous n'allons pas faire un effort pour le faire, nous ne pourrions pas avancer. Et surtout, nous ne pourrions pas transposer ces démarches-là dans les autres régions qui sont aussi gagnées par l'insécurité. Parce qu'à l'évidence, les forces étatiques à elles seules ne peuvent pas endiguer toutes les formes d'insécurité que nous avons. Okay. Monsieur le Président, vous venez de dire en même temps qu'il n'y a pas d'alternative à l'impossibilité de mettre en œuvre cet accord, puisque manifestement... Ah non, j'ai dit nous n'avons pas d'alternative crédible à l'accord. À l'accord, ce que je dis, c'est parce que vous dites en même temps qu'il n'y a pas d'alternative à l'impossibilité de mettre en œuvre l'accord, puisque manifestement, l'accord est impossible à mettre en œuvre. Oui, moi quand l'autre partie ne permet pas que l'administration s'installe, quand l'autre partie refuse de désarmer, comment on peut mettre en œuvre un accord dans ce contexte? Je pense qu'à travers les... Il faut d'abord que... Je crois que nous nous approprions davantage l'accord. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui en parlent, mais qui ne le connaissent pas. Et c'est vrai que la région de Kidal, aujourd'hui, c'est pas ce que nous souhaitons. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut bien analyser quelles sont les causes qui font que l'État n'a pas la présence souhaitée et la présence qu'il aurait dû avoir dans cette zone. Et surtout nous interroger nous-mêmes. Si vous savez, depuis 2013... Est-ce qu'il n'y a pas une malveillance derrière? Non, mais si vous savez, depuis 2012-2013, nous sommes très peu de gens à nous interroger sur comment vivent les populations là-bas. C'est cela. Okay. Monsieur le Président. Donc je crois que dans tous les diagnostics, il faut, M. va couper la poire en deux, il faut faire un effort de compréhension de tous les acteurs, de la part de tous les acteurs. Il faut que surtout nous-mêmes nous fassions un effort d'appropriation. Or malheureusement, je crois que ce n'est pas le cas. Monsieur le Président de la République, dans une récente sortie solennelle, a publiquement déclaré la libération très prochaine de l'honorable Soumaïla Cissé. 15 jours presque après, Soumaïla est toujours au même ravisseur. Comment vous expliquez ce décalage entre cette annonce présidentielle et la situation actuelle de Soumaïla Cissé? Bon, je n'ai pas de raison de douter des certitudes du président de la République. Cela dit, je considère que la situation de Soumaïla c'est un drame absolu, quoi. C'est un drame pour lui-même, parce que tout le monde se souvient que en 2012, quand il y a eu le coup d'État, il avait vécu dans sa chair ces péripéties qui ont dû le conduire à le faire hospitaliser pendant plusieurs mois au Mali et en France. Donc c'est certain que physiquement, il a encore ces séquelles-là. Et puis, la deuxième chose, c'est un drame pour sa famille, ses proches, ses enfants, son épouse, ses frères, ses sœurs. Et je crois que sa situation confirme ce que moi j'ai dit plusieurs fois, à savoir que l'action des groupes terroristes est une menace fondamentale contre les institutions étatiques et contre la cohésion de notre société. Parce que ce sont les seuls acteurs qui essayent de contester par la violence et par la terreur les valeurs démocratiques et républicaines sur lesquelles nous essayons de construire notre société, notre État, et qui mettent et qui par là même détruisent la cohésion entre les populations. Parce que si nous ne combattons pas sérieusement ces groupes pour les vaincre, mais demain qui pourrait aller faire campagne dans ces zones? C'est-à-dire, dans ce cas-là, comment nous pourrions garantir dans ces zones une activité démocratique? C'est cela, ils mettent en cause. Okay, vous êtes présenté aujourd'hui comme un sécurocrate. Est-ce que vous pensez que l'État fait assez pour ramener Soumaïla? Bon, je ne sais pas tout ce que l'État fait. Okay. Je m'en tiens à ce qui est déclaré. L'idéal, c'est que
que nous fassions tout pour qu'ils puissent revenir rapidement. Et que nous puissions le faire dans un rapport de force aussi qui nous est favorable, c'est-à-dire qui ne nous amène pas à des... Parce que, vous savez, dans la lutte contre les groupes terroristes, souvent, surtout quand on est dans un processus de négociation, et on peut toujours tenter de faire des concessions démesurées par rapport à l'objectif. Mais aujourd'hui, l'objectif, bien sûr, c'est de tout faire pour qu'ils puissent revenir sains et saufs. Et surtout que cette situation ne soit pas une source supplémentaire de polémique entre nous, quoi, parce que ça ne ferait qu'affaiblir de toute façon la position du pays vis-à-vis de ces groupes, avec lesquels de toute façon aucun compromis durable n'est possible, quoi. Cher attaqué sur ce chapitre. Et je pense qu'il a tout dit concernant Soumaïla, seulement souvent certains se posent la question de savoir à qui profite le crime. En l'occurrence, moi je crois que le crime profite d'abord à ceux qui l'ont commis. Hein. Et ceux qui l'ont commis, le président a dit qu'il connaisse que les ravisseurs étaient connus. En toute hypothèse, nous supposons que c'est les groupes affiliés à la mouvance terroriste autour d'Al-Qaïda principalement, je crois. Enfin, c'est cela que je crois. Et que, comme je l'ai dit toujours, ces gens, leur objectif stratégique, mais c'est d'empêcher que nos institutions étatiques fonctionnent sur des principes démocratiques et républicains. C'est de détruire la cohésion sociale entre les citoyens pour pouvoir même contraindre les citoyens à se mettre sous leur protection. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils évincent l'État et les États, et c'est valable partout, dans les États de ces zones, ils se soumettent les populations en même temps et ils font de ces zones des zones de non-droit, des zones d'économie criminelle, des zones d'argent sale, et c'est à eux que ça profite. Par rapport à tous ceux qui se mobilisent pour sa libération, je pense qu'il est important de mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a aucun trophée à espérer de cette situation. Je crois que le seul trophée, c'est que les efforts qui sont faits pour les libérer, mais les efforts qui doivent être conduits pour combattre aussi les acteurs qui sont dans ces crimes-là, que ces efforts-là contribuent plus à nous souder qu'autre chose. Monsieur le Président, le cas de Soumaïla est quand même atypique. D'habitude, les ravisseurs revendiquent, et cette fois-ci, il n'y a pas eu de revendication. Le Président de la République, vous venez de l'évoquer, a quand même dit que les ravisseurs sont connus. Qu'est-ce qui pourrait justifier la rétention de l'information sur Bon, vous savez, c'est des questions qui ne sont pas des questions banales quand même, mais pour moi qui m'intéresse à l'action des groupes terroristes depuis quelque temps, mais d'une manière générale, depuis quelque temps, les groupes terroristes ne font pas de revendications. Vous voyez bien, par exemple, le cas de la Française, la Sophie Petrona, je crois, qui a été enlevée il y a longtemps. Il y a une Colombienne, je crois, qui avait été enlevée aussi. Même si on suppose leurs détenteurs, leurs ravisseurs, il n'y a pas de revendication. Et donc, ça aussi, ça fait partie de leur politique. Et c'est pourquoi je crois que dans la lutte contre ces groupes-là, il faut faire en sorte que l'ensemble des citoyens, ou la majorité en tout cas, perçoivent la lutte contre eux comme une lutte d'intérêt national. C'est vrai que beaucoup de leurs relais sont des relais endogènes. Il y a des Maliens qui sont là-dedans, ce n'est pas des étrangers. C'est de plus en plus des Maliens, mais qu'il faut combattre de manière... qu'il faut isoler et combattre. Sinon, ils vont continuer de nuire à la construction d'un État démocratique et républicain et d'une société de cohésion, quoi. Parce que tant qu'il y a la cohésion, ils ne peuvent pas prospérer. Oui, mais en tant qu'ancien
patron des services de renseignement, m'a dit comment pourrait-se justifier la rétention de l'information si le président... Bon, mais je crois que le président a fait la déclaration qu'il a faite. Je pense qu'il faut peut-être être patient pour voir ce que ça va donner. Parce que plus nous manifestons nous-mêmes nos divergences, plus les gens qui les détiennent en profitent, quoi. Je crois que c'est ça. Okay. Pour arriver au dernier virage de ces échanges, moins de 3 ans avant la fin de son mandat, de son second et dernier mandat, certains Maliens regroupés au sein du M5 réclament et exigent désormais la démission du président Ibeka et de son régime. Dans la mouvance, en tout cas, de cette demande, vous auriez rencontré l'autorité morale de ce mouvement M5 en la personne de Mahmoud Dicko. Est-ce qu'on peut dire que SBM s'est réconcilié avec l'imam Mahmoud Dicko le 5 avril? Je n'ai pas de conflit personnel avec Mahmoud. Vous confirmez que vous l'avez rencontré? Mais bien sûr, ce n'est pas un scoop. Et je n'ai pas moins de droit que tous ceux qui l'ont rencontré, d'ailleurs, maliens comme étrangers. Donc franchement, je ne vois pas l'intérêt soudain qu'il y a eu autour de cela. Vous savez, moi je connais Mahmoud depuis 30 ans. Je l'ai connu d'abord à la conférence nationale de 91, où dans les couloirs, il a beaucoup participé au débat. En particulier quand il s'est agi de la prolongation de la transition à l'époque, en août 91. Puis, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour la mise en place du Haut Conseil islamique dans les années 98, 99, parce qu'à l'époque, l'État souhaitait avoir un seul interlocuteur sur les questions de la gestion du champ religieux. Parce qu'il y avait beaucoup d'associations comme maintenant. Et à l'époque, nous avons pratiquement travaillé pendant 6 mois ou plus avec lui-même, Dicko, avec la présidente de l'Union des femmes musulmanes, à l'époque, Madame Fatou Tal, je crois, Madame Tal Fatou Keita, avec les gens comme Tieni Konaté, qui est maintenant à l'ACI, avec Kimbri, et avec Madame Tara Dravé, avec feu l'imam Tcherno Adital, qui a été le premier président du Haut Conseil islamique. Donc on se connaît très bien. Et on a des différences d'appréciation sur certaines questions nationales. Et puis bon, mais ça n'en fait pas... vous savez, si on devait... Vous avez déjà oublié les 5 avril Non, pas du tout, au contraire. Mais si nous devons personnaliser les divergences politiques, mais je ne vois pas comment on peut avancer. Moi, je dis toujours que la démocratie favorise la naissance des conflits et leur développement d'ailleurs. Mais en même temps, elle nous offre les moyens de les résoudre pacifiquement. C'est ça. Parce que personne n'imagine une uniformité quand même, parce que l'harmonie n'est pas dans l'uniformité. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes battus pendant des décennies pour l'avènement d'une société démocratique pluraliste. Okay. Et moi je respecte les opinions des uns et des autres. Vous avez rencontré Dicko, vous avez parlé de quoi? Mais nous avons parlé de la situation nationale, nous avons comparé nos analyses, nous avons des convergences, nous avons des points sur lesquels peut-être nous n'avons pas... Quelles sont vos convergences et vos différences? Non, moi je crois que la convergence fondamentale,